Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau de Politique et Éco. Notre invité cette semaine, Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour Pierre Bergeron. Charles-Henri Gallois, président du parti Reprenons le contrôle. Vous avez déjà publié 2 ouvrages, Les illusions économiques de l'Union européenne et Énergie et migration, reprenons le contrôle. Et vous avez été, rappelons-le, candidat dans la Nièvre lors des dernières législatives, battu de peu à 46,33% des suffrages au second tour contre une candidate macroniste. On va avec vous, Charles-Henri Gallois, parler de ce fameux budget débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. Mais avant de commencer, je ne peux que vous inciter, vous téléspectateurs, à cliquer sur ce fameux pouce en l'air, à nous laisser un maximum de commentaires et à partager les entretiens de TV Liberté pour un meilleur référencement sur Internet. Alors justement, les débats autour du budget ont débuté donc lundi dernier à l'Assemblée nationale après quelques jours de discussions en commission des finances, des discussions qui ont finalement abouti à un rejet du projet de loi de finances du gouvernement. Il y avait à l'époque 1854 amendements juste en commission. On a maintenant dépassé les 3000 amendements depuis. En fait, c'est un peu une course à l'échalote auquel on assiste, en tout cas avec un déficit cette année d'au moins 6,1%. J'entends ici, à droite, à gauche, un déficit qui irait même au-delà de 7% et un endettement de près de 1000 milliards d'euros depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc le Premier ministre Michel Barnier a proposé pas moins de 60 milliards d'euros d'économies pour 2025. La situation est, somme toute, assez inédite, en tout cas assez inquiétante. Comment Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, qui ont été aux commandes depuis 7 ans, nous ont-ils amenés dans cette crise, Charles-Henri Gallois ? En réalité, il y a 2 dimensions qu'on peut analyser. Il y a l'urgence 2024-2025 et comment on est arrivé à un tel niveau de déficit en 2024 qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, voire même qu'ils ont dissimulé, on pourra y revenir. Ouais. Et il y a la réalité de 7 ans de Macronie, et déjà le bilan actuel de 7 ans de Macronie. Et celui-là, en fait, il est catastrophique. Je rappelle quand même que la Macronie, en 7 ans, maintenant on a les chiffres exacts, nous a légué 950 milliards d'euros de dette en 7 ans. Il faut quand même se rappeler que la dette publique, la totalité de la dette publique en 2002, elle était de ce montant-là. C'est-à-dire que les macronistes ont fait autant de dette publique, parce que si on prend l'après-guerre, en 7 ans qu'avant en 53 ans. Donc le bilan est catastrophique et on arrive maintenant à 3200 milliards d'euros de dette publique, c'est 112% du PIB. Mais en réalité, la dette publique française, elle est même supérieure à ça, parce que on vous dit jamais, il y a des éléments hors bilan, typiquement la retraite des fonctionnaires, qui n'est pas compté en cette dette, mais qu'il va bien falloir payer. Ça, c'est déjà 1800 milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire que la dette complète de la France, TTC, si j'ose dire, elle est de 5000 milliards d'euros. Donc, on est dans un État qui est en quasi-faillite. Et le problème là-dedans, en fait, on voit ce qui se passe, c'est qu'on nous dit qu'il faut faire des efforts budgétaires, les fameux 60 milliards de Barnier. Le souci étant là-dedans qu'eux ont vendu d'un point de vue communication, je baisse de 40 milliards les dépenses publiques dans cet effort et j'augmente de 20 milliards les recettes, sauf que le Haut Conseil des finances publiques nous explique que c'est l'inverse. En réalité, si on regarde la copie réelle du gouvernement, c'est taxer, parce que c'est une augmentation des recettes de 70% et une baisse des dépenses publiques de seulement 30%. Or, il faut savoir que la France est déjà recordman du monde des prélèvements obligatoires, donc ce serait 48%. Ça serait exactement insupportable pour les Français d'augmenter encore plus, surtout quand ce sont des taxes de type sur l'électricité, sur le gaz. J'ai même vu là qu'ils voulaient faire sur les droits de mutation, donc ce qu'on appelle les frais de notaire, qui sont en réalité quasiment que des taxes. Donc ça augmentait les taxes partout, plutôt que de baisser la dépense publique, parce que la France, la dépense publique, c'est 57% du PIB à peu près. Là aussi, on est les recordman du monde.
C'est là-dessus qu'il faudrait faire des efforts. Donc on y reviendra très certainement sur quel effort on peut faire. Et après, il y a la situation actuelle, le scandale en fait de 2024. On va y venir avec vous, évidemment, Charles-Henri Gallois, mais le président, ou en tout cas son ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà eu l'occasion de le dire en commission des finances, en tout cas au Sénat. Nous avons vécu les gilets jaunes, nous avons eu le Covid, nous avons eu ensuite cette inflation, cette crise de l'énergie. Donc tout cela, ils essayent de se défausser. Ont-ils à ce point mal géré face à ces événements, ces obstacles ? En fait, ils se moquent du monde parce qu'il faut regarder la réalité des chiffres. Ils nous disent que la France a mieux résisté grâce à ses aides d'un point de vue de la croissance par rapport aux autres pays. Mais il y a un ratio qui est très bien, qui s'appelle le ratio dette publique sur PIB. Donc dans le PIB, il y a la croissance. Or, quand on regarde les chiffres, depuis 2017, donc depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la France est le pays d'Europe dont le ratio de dette sur PIB a le plus augmenté, c'est plus de 13 points. Il n'y a que, en réalité, la Roumanie qui fait pire, mais la Roumanie part d'une dette publique bien plus faible que la France. Donc si on prend les pays comparables, en fait, personne n'a fait pire que la France, quand bien même, je veux dire, les problématiques énergétiques, les problématiques du Covid, tous les autres pays européens les ont subies aussi. Donc en fait, ils se défaussent sur une réalité. La réalité, le bilan, c'est que c'est le pire bilan de l'histoire. Et après, pour ce qui est de l'année 2024, il y a un vrai problème de dissimulation en réalité et d'insincérité des comptes. Pourquoi ? C'est simple, de toute façon, moi, le premier budget initial de 2024, il avait été émis toute fin septembre 2023. Moi, j'avais regardé ce qu'il y avait dedans à l'époque et j'avais annoncé dès septembre 2023 que ce budget était insincère. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que dedans, dans les hypothèses en fait, budgétaires, il nous annonçait 1,4% de croissance. Quand tous les organismes à l'époque, Banque de France, INSEE, Eurostat, 0,9, etc., annonçaient entre 0,8 et 1. Ouais. Selon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Vous avez moins de croissance, c'est mécanique, vous avez moins de recettes fiscales. Et vous avez maintenant Bruno Le Maire qui vous explique c'est normal, en fait, le déficit a été plus grand parce qu'on a fait moins de recettes fiscales. Mais en fait, ça, je lui avais annoncé dès septembre 2023. Et c'est même pire que ça, en fait, dans la dissimulation. Parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a Bruno Le Maire, il faut quand même se rappeler. On va y revenir, Charles-Henri Gallois, mais j'aimerais aussi qu'on aille sur cette thématique-là. On sait qu'il y a de nombreux choix politiques d'Emmanuel Macron qui n'ont jamais été financés. C'est notamment le cas des milliards d'euros que la France envoie à l'Ukraine. Comment se fait-il que les Français n'ont jamais été consultés ? Comment se fait-il qu'ils puissent faire des chèques comme ça et les envoyer hors loi de finances ? Oui, mais il n'y a pas des institutions qui sont là pour lui dire mais en fait c'est pas possible. Ça, ce sont tous les engagements hors budget en fait de l'Union européenne. Et c'est pas les seuls en fait. L'Ukraine, même les années hors de guerre en Ukraine, vous aviez déjà des fonds qui étaient envoyés, typiquement c'est hors budget, à la Turquie pour garder les migrants en Turquie. Il faut savoir que ces cofinancements hors budget de l'Union européenne, ça représente près de 6 milliards d'euros par an, hors du coût net budgétaire de la France. Et pour ce qui est de la guerre en Ukraine, les engagements, il y a des engagements directs des pays. Donc la France a eu des engagements par ailleurs directs vis-à-vis de l'Ukraine hors de l'Union européenne. Mais dans le cadre de l'Union européenne, on a déjà envoyé 50 milliards d'euros et d'ici la fin de l'année, ça a été validé il y a peu de temps, il y a 35 milliards d'euros en plus qui doivent être envoyés. Donc ça veut dire que c'est au total, comme pour toute dépense de l'Union européenne, la France paye 18,5%, c'est 16 milliards d'euros qu'on envoie à l'Ukraine, alors qu'on nous explique à juste titre qu'il n'y a plus 1 euro en fait pour la France et pour les Français. Donc ça pose un véritable problème. Et ça pose de toute façon un problème de toute la gabegie macroniste. Parce qu'on parlait tout à l'heure, Covid, qu'on prenne des mesures au départ, on aurait pu réouvrir l'économie plus rapidement pour éviter de dépenser autant. La crise énergétique, le bouclier tarifaire de l'électricité, ça a quand même coûté 50 milliards d'euros. C'est colossal. Sauf qu'on aurait pu dépenser 0 € si on était revenu à un prix national de l'électricité. Donc cette dette publique, c'est le fruit des choix macronistes et c'est le fruit en réalité d'une gabegie sans nom. Plutôt que de vouloir augmenter les impôts et les taxes, je pense qu'il y a un grand travail qui peut être fait. Moi, j'ai déjà chiffré très facilement quasiment 150 milliards en fait, d'économies qu'on pourrait faire sans impacter directement les Français. Alors justement, vous nous en ferez le détail, Charles-Henri Gallois, mais justement avant, j'aimerais qu'on évoque l'éventualité de ce scandale d'État qui se profile. Il y a quelques mois, le Sénat a accusé Bruno Le Maire d'avoir maquillé les comptes publics et d'avoir caché une note de la direction du Trésor en date du mois de novembre 2023 et qui faisait état d'un déficit à l'époque de 5,5
pour 2024. Bruno Le Maire avait annoncé juste après un déficit de 4,4. Nous aurons au final 6,1% de déficit. Est-ce que, selon vous, Bruno Le Maire a été insincère ou malhonnête ? En tout cas, il y a une commission d'enquête qui est ouverte et qui pourra permettre peut-être de faire la lumière sur tout cela, même si moi j'ai peur que cette commission d'enquête ne débouche pas sur grand-chose parce qu'il risque de se défausser en expliquant effectivement que c'est un problème de recette de l'État, qu'il l'a pris tardivement. La réalité, c'est quoi ? C'est que jusqu'au 30 mai, le 30 mai devant le Sénat, Bruno Le Maire affirme que le déficit sera de 4,4%. Si on se remet dans le contexte, le 30 mai, c'est juste avant les élections européennes. Or, il y a une loi qui a été votée par les macronistes en 2018 qui nous explique que s'il y a de la fausse information pouvant influencer sur le vote, ce qui est typiquement le cas d'un maquillage ou d'une tromperie sur les finances publiques, on risque 1 an de prison et 75 000 euros d'amende. Moi, je dis que si cette loi est réellement appliquée, cette loi par les macronistes, Bruno Le Maire devrait être condamné sur ces faits-là, bien sûr. Bien sûr, parce que on sait très bien, je veux dire, si dès septembre 2023, moi j'expliquais que d'après la réalité de la croissance, on n'aurait pas ces recettes-là, je pense que Bruno Le Maire, avec tous les services de Bercy à fin mai, il savait très bien que ça n'allait pas être le cas, a fortiori s'il y a effectivement ce rapport du Trésor qui expliquait qu'on allait déjà être à 5,5. J'avais entendu Tom Benoît qui disait que la loi organique oblige normalement le gouvernement à divulguer cette note du Trésor. Bien sûr. Parce que là, c'est de la rétention d'informations. Rappelez-vous, il y avait la même chose aussi, la Cour des comptes, qui avait émis un avis juste après les élections européennes, c'est-à-dire qu'ils avaient attendu les élections européennes sciemment. Donc ça, c'est aussi un scandale, ça s'appelle faire de la politique, essayer d'influencer le vote des Français. Et j'ai envie d'aller plus loin, au-delà d'ailleurs du chiffre, et ce dérapage de 50 milliards d'euros, entre 4,4 et 6,1, c'est quand même pas rien. Même dans le budget actuel, il y a des dissimulations. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que typiquement, il y a plusieurs éléments de dissimulation. Il y a ce qu'on appelle les primes d'émission au niveau des emprunts, qui fait qu'en fait, si vous mettez un taux supérieur, vous pouvez avoir une prime d'émission qui est négative, de telle sorte que vous baissez artificiellement la dette, mais vous allez payer le plus cher sur le long terme. Ça, le Canard enchaîné l'avait chiffré. La Macronie a planqué 100 milliards de dettes comme ça du fait de ce phénomène des primes d'émission. Vous avez également le coût latent des emprunts indexés sur l'inflation. Il y a encore quand même 60 milliards, scandale que j'avais d'ailleurs dénoncé, j'avais été le lanceur d'alerte là-dessus. Il y a quand même 60 milliards encore de pertes latentes. Même la Cour des comptes s'est étonnée en fait qu'il n'y a rien là-dessus. Et vous avez aussi, il n'y a aucune provision sur le coût du plan de relance de l'Union européenne. Et là, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que par exemple, en 2024, la France a reçu 7,5 milliards de ce plan de relance. Donc ça fait baisser artificiellement le déficit. Sauf qu'on ne vous explique pas que vous allez devoir rembourser à partir de 2028. Or, à partir de 2028 jusqu'à 2058, c'est 117 milliards d'euros que la France va devoir débourser. Bon, déjà, ça devait coûter cher à la base, mais il y a en plus eu un scandale que j'ai révélé de gestion de l'Union européenne. Mais 117 milliards d'euros, c'est 4 milliards d'euros par an. Là, il y a zéro provision là-dessus. Vous avez aussi la problématique des reports budgétaires, des reports de crédit. Traditionnellement, on pouvait reporter 2 à 3 milliards par an. À l'heure actuelle, on a 20 milliards d'euros. Donc là aussi, c'est de la dissimulation pour faire baisser artificiellement le déficit. Et quand vous prenez même le PLF 2025, il y a la problématique des PGE. Parce que les PGE, prêts garantis par l'État, hérités de la période Covid, ils budgètent uniquement des défauts pour 600 millions en 2025. Sauf qu'on a des records de défaillances d'entreprises. Les PME, il y en a plus de 5300 sur les 12 derniers mois. On a des niveaux records. Et si vous prenez juste les défauts réels et le coût du PGE de mars 2023 à juin 2024, c'est 2,4 milliards d'euros. Donc même dans le budget actuel, il y a de la dissimulation, il y a des coûts en fait qui sont complètement sous-estimés. Donc on voit qu'ils sont encore dans cette stratégie-là. Et ça s'appelle de la cavalerie financière. En fait, quand vous faites des budgets sur des hypothèses qui sont complètement irréalistes, c'est que vous voulez annoncer une copie, mais qui ne sera effectivement pas celle-ci, et vous trompez sciemment à la fois les Français et la représentation nationale. On a en tout cas entendu Bruno Le Maire dire à des journalistes « la vérité apparaîtra plus tard ». Ça veut dire que la vérité est cachée. Je ne sais pas si elle est cachée, on n'a pas toutes les informations. Elle apparaîtra plus tard, mais ça veut dire qu'elle n'est pas sous nos yeux pour l'instant. Peut-être qu'Emmanuel Macron ou la Macronie, d'une manière générale, a exigé de Bruno Le Maire
qu'il ne donne pas la réalité des finances publiques à la veille des élections européennes. En tout cas, si on réfléchit rationnellement, compte tenu de tous les éléments et compte tenu des propos de Bruno Le Maire à l'époque, c'est ce qui semble le plus plausible, même si, encore une fois, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas les conversations entre ces différentes parties prenantes. En tout cas, vous n'imaginez pas l'ancien ministre de l'économie avoir une quelconque condamnation pénale réellement? Si on prend encore une fois cette loi de 2018 et qu'on l'applique, il devrait... un an de prison, vous avez le bracelet, quoi. Voilà. Je ne pense pas qu'il aille dans les geôles, mais en tout cas, il devrait être condamné mais en France, on a un gros problème en fait d'irresponsabilité de nos dirigeants. On voit qu'ils sont quasiment jamais condamnés, même quand il y a des fautes. Oui, la Cour de justice de la République, c'est assez... C'est assez cloisonné, on va dire, ça fonctionne. En tout cas, Charles-Henri Gallois, ce budget 2025 va être voté. Il est actuellement en discussion à l'Assemblée. Le Premier ministre a proposé 40 milliards de baisse de dépenses publiques et une hausse d'impôts de 20 milliards. Déjà, comment vous trouvez ce ratio ? Le ratio, déjà, à la base, il devait être de 2 tiers de baisse des dépenses, 1 tiers de hausse des recettes. Moi, je pense qu'on devrait plutôt être sur du 80% de baisse des dépenses et uniquement 20% de manière très ciblée sur les taxes sur les super profits hautes et pas des taxes qui vont toucher l'immense majorité des Français, notamment les classes moyennes et les classes populaires, qui sont déjà dans des difficultés extraordinaires en termes de pouvoir d'achat. Enfin, il faut voir de combien d'années on sort. Effectivement, l'inflation a été bien plus élevée que la hausse des salaires. Donc, ce sont des gens qui ne cessent de s'appauvrir. En plus de ça, on va leur rajouter des taxes additionnelles. Et en plus, l'inflation réelle par rapport aux chiffres de l'INSEE, pour toutes les classes moyennes et les classes populaires, le prix de l'alimentation a augmenté bien plus vite que le prix, le cours moyen et le taux d'inflation annoncé par l'INSEE selon son panier moyen. Même chose pour l'énergie. Donc, ce sont que des postes de dépenses qui impactent particulièrement en fait les classes populaires et les classes moyennes. Donc ça ne sera pas que pour les plus riches alors, cette hausse de la fiscalité. Bien sûr, ça c'était un effet d'annonce de Michel Barnier. Quand vous augmentez la taxe sur l'électricité, quand vous gelez le niveau des pensions pour 6 mois, vous touchez des retraités pauvres, vous touchez finalement exactement tous les Français. C'est la même chose sur des taxes de droits de mutation et autres. Ils sont dans une course à la taxe partout, donc ça va bien évidemment toucher tous les Français, même s'il y a un impôt de communication sur les plus riches, mais qui va finalement rapporter très peu. Et en plus de ça, la réalité, c'est que ce n'est pas 40 milliards de baisse des dépenses, encore une fois. Même le Haut Conseil des finances publiques a expliqué que ce n'était pas du tout ça, parce que dans leur présentation, qui est là aussi trompeuse et tronquée, ils ont mis dans le volet baisse des dépenses publiques des hausses de taxes et impôts. Donc forcément, tout c'est biaisé. Alors, la réalité, c'est que c'est 70% de hausse d'impôts et uniquement 30% de baisse des dépenses publiques, ce qui est grotesque. En fait, ils ne font pas du tout d'efforts. Et malheureusement, on voit qu'en commission... Et ce qui se prépare en budget à l'Assemblée nationale, il y a plus, avec le nouveau Front populaire, des accords pour augmenter les taxes et impôts que pour baisser la dépense publique. C'est d'ailleurs ce pourquoi, en commission, le RN a voté contre, parce que non seulement la Macronie, c'était 30 milliards de plus de hausse de taxes et impôts, avec le nouveau Front populaire, on passait à 50. Donc bien évidemment, ce n'était pas admissible pour les Français. On peut d'ailleurs se demander si l'électorat du nouveau Front populaire va être d'accord avec la fiscalité que leur préparent leurs députés. En tout cas, ces 40 milliards de baisse des dépenses, c'était dans le JDD, le Premier ministre annonce vouloir réduire le nombre de fonctionnaires. Cependant, 2,1% d'augmentation des dépenses sont déjà prévues en 2025. Donc c'est du flanc ces annonces de vouloir réduire le nombre de fonctionnaires. Et même la 30% de baisse des dépenses publiques, je vais vous dire, c'est du flanc. Parce que pourquoi et comment ils annoncent leurs 40 milliards ou même les 30% de baisse, c'est par rapport à une hausse tendancielle, en se disant ça aura augmenté de temps, nous on va augmenter moins, donc on va baisser les dépenses publiques. La réalité, c'est qu'en fait, quand vous regardez, et même si vous retirez l'inflation en volume, les dépenses publiques continuent à augmenter en 2025 par rapport à 2024. Donc en réalité, il n'y a pas de vraie baisse des dépenses publiques, quand bien même il y a plein de postes sur lesquels on pourrait faire des économies, mais on voit bien que ce gouvernement d'ailleurs refuse typiquement de faire des économies sur des choses très simples comme l'aide médicale d'État pour les clandestins, il refuse de faire des efforts aussi pour l'aide au développement, on pourrait raboter. Tout ceci, justement, en fait, ces postes, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, vous avez étudié, en tout cas vous avez constitué une liste, ça serait quoi ces postes où l'État français pourrait faire de réelles économies de dépenses? Il y en a un qui est
connu. Déjà, le coût de l'immigration, c'est environ 54 milliards d'euros par an. Bien évidemment, ils ne font rien contre ça. C'est même pire, ils augmentent l'AME de 100 millions d'euros. Vous avez aussi tout le coût des normes de l'Union européenne. C'est quand même quasiment 50 milliards d'euros par an. Là-dessus, vous avez toute une partie qui s'impose pour des administrations publiques et des entreprises publiques. Donc là aussi, c'est de la dépense publique additionnelle. On peut estimer que c'est environ 15 milliards d'euros, cette partie-là que vous pourriez économiser à cause du surcoût des normes de l'Union européenne. Vous avez tout ce qui est lié à l'éolien. Il y a quand même un projet sur 12 ans de 120 milliards pour de l'éolien en mer, c'est 10 milliards d'euros par an. Ça, on pourrait s'en passer sur... C'est une priorité aujourd'hui parce qu'on nous présente... La ministre Pannier-Runacher va quand même avoir plus que l'année dernière, 19,5 contre 16,8 l'année dernière, et elle menace de démissionner. La transition, c'est une priorité absolue pour les Français. On ferait mieux d'investir dans le nucléaire plutôt que d'investir dans des énergies qui sont intermittentes, des énergies qui ne sont pas pilotables. Le nucléaire étant lui-même également décarboné, et d'ailleurs avec un coût de production qui est plus faible parce qu'il n'est pas intermittent. En plus d'ailleurs de ces 10 milliards de projets de construction, vous avez quand même chaque année à peu près 8 à 9 milliards d'euros de subventions justement de ces énergies renouvelables pour qu'elles soient rentables. Donc ça, on pourrait très bien là aussi s'en passer si on allait sur le nucléaire. Vous avez aussi, il faut s'attaquer quand même au millefeuille. L'Union européenne dont je parlais, la contribution budgétaire nette de la France, bon an mal an, environ de 10 milliards d'euros. Même depuis le départ de la Grande-Bretagne, parce que c'était déjà 10 milliards d'euros. Bien sûr, mais c'est encore pire. C'est encore pire parce que le Royaume-Uni est un contributeur net. Ouais. Donc là, c'est une moyenne, les 10 milliards d'euros, mais le Royaume-Uni est un contributeur net. Un départ d'un contributeur net fait que c'est les contributeurs nets restants qui payent. Donc c'est évidemment la France notamment et l'Allemagne. Vous avez les 6 milliards d'euros de cofinancement hors budget dont je parlais tout à l'heure. Là aussi, c'est des économies. Vous pourriez faire des économies sur les régions. 6 milliards d'euros très facilement en revenant à des régions qui soient finalement des établissements de coordination entre les départements et pas en donnant toutes les compétences qui ont lieu parce qu'on voit que c'est dans les collectivités territoriales sur 15 ou 20 ans que les coûts notamment ont explosé. Il y a aussi sur le train vide de l'État, vous pouvez très facilement économiser 4 milliards d'euros. Vous avez quand même 1200 agences de l'État dont certaines inutiles. C'est 80 milliards de coûts de fonctionnement. Vous pourriez économiser... Le CESE dont on parle ces derniers temps. Le CESE, vous pourriez économiser 4 milliards d'euros là-dessus. L'aide au développement, enfin je veux dire quand on donne de l'aide au développement à des pays comme la Chine, l'Algérie, on pourrait économiser très facilement 2 milliards d'euros là-dessus. Donc vous voyez des économies, on peut en faire. Et là, tout ce que je vous ai donné cumulé, vous êtes déjà quasiment à 150 milliards d'euros sans toucher les Français. Je pense que les Français préfèrent qu'on baisse ces dépenses publiques-là plutôt que d'aller s'attaquer à leur portefeuille via de nouvelles taxes. Et donc en fait, il n'y a pas de réelle volonté de baisser durablement la dépense publique. C'est même pire que ça. J'ai même vu Gérald Darmanin, alors je ne savais pas que maintenant c'était un spécialiste de l'économie, qui nous expliquait qu'il fallait vendre des participations de l'État dans les entreprises. Ce qui est une stupidité sans nom d'un point de vue économique, parce que déjà, ce n'est pas des baisses durables, c'est un coût à un tiers. C'est-à-dire que vous avez le gain l'année de la vente, sauf que ce que Génie de l'économie ne nous explique pas, il est aussi bon finalement que Bruno Le Maire, c'est que ça rapporte quand même 4 milliards d'euros par an de dividendes. Donc c'est-à-dire que si vous vendez ça, vous allez derrière avoir des pertes de recettes que vous aviez traditionnellement. Donc en fait, c'est pour un gain très court terme, vous allez encore aggraver la situation de déficit. Et le problème, c'est qu'en plus de tout ça, de toutes ces économies qui ne sont pas faites, vous allez avoir des coûts à venir, et notamment la contribution française au budget de l'Union européenne, qui risque d'exploser sur les années à venir. Et ça, ce n'est pas mis. On a vu que la Moldavie, d'ailleurs, vient de rentrer, donc ça va être des coûts supplémentaires. Ils ne sont pas encore rentrés, mais ils ont voté pour. Ouais. La Moldavie, qui, entre parenthèses, dont le SMIC est à 258 € par mois, c'est vous dire ce qu'un pays qui rentrerait comme ça amènerait en termes de délocalisation, mais cette contribution française à l'UE, elle peut monter jusqu'à combien? Parce qu'en fait, c'était déjà 10 milliards quand il y avait la Grande-Bretagne. Donc maintenant que la Grande-Bretagne est partie, ça monte à combien? Je peux vous annoncer que ça va exploser à partir de 2028 pour 3 raisons. La première, c'est que les Britanniques continuaient, en fait, ils échelonnaient la sortie, à continuer à donner une contribution justement jusqu'à 2027. 2028, il n'y aura plus de contribution du Royaume-Uni, et donc ça veut dire que les contributeurs nets restants vont payer, dont la France. Ça va être 2 milliards d'euros en plus par an à payer pour la France. Vous avez le plan de relance de l'Union européenne dont je vous ai parlé, remboursement entre 2028 et 2058 pendant 30 ans de 117 milliards d'euros, c'est à peu près 4 milliards d'euros en plus par an. Donc c'est-à-dire que vous passez 10, 12, 16 milliards d'euros. Et vous avez en plus de ça tous les élargissements prévus par l'Union européenne, dont la Moldavie que vous avez évoqué, sauf qu'il y a notamment aussi l'Ukraine. Le Financial Times a estimé qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le coût sur 7 ans, ce serait de 186 milliards d'euros. Rajoutez à ça la Moldavie, la Géorgie, les 6 pays des Balkans, Serbie, Macédoine du Nord, Albanie, Kosovo, etc., Bosnie-Herzégovine.
c'est 6 ou 7 milliards d'euros en plus par an. Donc c'est-à-dire que la contribution, elle va plus que doubler s'il y a ces élargissements, et de toute façon, elle va mécaniquement passer avec le plan de relance de l'Union européenne et la fin de la contribution britannique à environ 15-16 milliards d'euros. Tout ceci, bien évidemment, ce n'est pas pris en compte, mais ça va effectivement gréver les dépenses publiques françaises. Il faudrait au contraire baisser massivement la contribution de la France à l'Union européenne, parce que quand on nous explique qu'il n'y a plus un euro pour la santé, il n'y a plus un euro, enfin je veux dire, moi qui viens d'un département rural comme la Nièvre, il faut quand même se rendre compte de la situation dans la France rurale. Peut-être que tous les Français ne s'en rendent pas compte. Vous avez très souvent des services d'urgence qui sont fermés faute de médecins. Donc c'est-à-dire que si vous avez un problème, c'est simple, vous mourrez parce qu'il n'y a pas de médecin pour s'occuper de vous. Ça, c'est la réalité. Il faut faire 200 bornes, quoi. C'est ça, c'est la réalité. Et s'ils ont de la place pour vous, c'est la réalité en fait de la France à l'heure actuelle, des zones rurales, des déserts médicaux, qui est une France en voie de tiers-mondisation à tous les niveaux, d'un point de vue effectivement des services publics qui deviennent catastrophiques, notamment d'un point de vue de la santé, alors qu'on n'a jamais autant payé. Les Français ne comprennent pas, on n'a jamais autant payé en point de vue d'impôts, on n'a jamais autant payé, et les services publics ne cessent de se dégrader, et aussi la tiers-mondisation, là d'un point de vue sécurité et migratoire, que pour le coup les habitants des grandes métropoles peuvent peut-être un peu plus constater. Est-ce qu'on arrive vraiment au bout du système? Parce qu'on invite toujours les Français, toujours plus, à mettre la main à la poche. Quand on voit que l'État refuse de se serrer la ceinture, est-ce qu'on va voir dans les mois qui arrivent réellement des mouvements sociaux type gilets jaunes? C'est toujours difficile à prévoir. Je veux dire, les gilets jaunes, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est vu venir. Il faut quand même se rappeler qu'à la base, les gilets jaunes, c'est parti justement par une hausse des taxes sur les carburants. On voit que maintenant, d'ailleurs, si on regarde le prix à la pompe, il est supérieur à ce qu'il était à l'époque des gilets jaunes. Donc c'est très difficile de prévoir si ça va amener une étincelle sociale, mais ce qui est sûr, c'est que moi je pense que les Français ne peuvent pas supporter et ne pourront pas supporter une hausse de la fiscalité quand on voit la réalité actuelle du pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, les Français ont placé largement en tête aux élections législatives, c'était au niveau national à près de 37% le Rassemblement national, et ils l'ont fait pour 3 dimensions, le pouvoir d'achat, l'immigration et l'insécurité. Le pouvoir d'achat était la préoccupation et reste la préoccupation numéro 1 des Français, parce que c'est la réalité économique qui est comme ça. Et c'est-à-dire que plutôt que de répondre à ces questions de pouvoir d'achat, comme le proposait notamment le RN, ils vont gréver encore plus le pouvoir d'achat des Français en augmentant la fiscalité. Et je pense tout simplement que ça ne va pas être possible. Il y a tout un tas de familles françaises qui, dès le 15 du mois, en fait, étaient à découvert. Donc si vous augmentez les taxes, sur l'électricité, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Donc je pense que c'est une proposition de budget qui est inadmissible compte tenu de la situation des Français. C'est à l'État de faire des efforts au niveau des dépenses publiques. On a un nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, qui déclarait que le déficit pour l'année prochaine, pour le budget 2025, serait de 5% et sous la barre des 3% en 2029. Vous en pensez quoi de ça? Ça ne mange pas de pain de prendre des engagements pour 2029, il ne sera plus là. Donc forcément, c'est toujours très simple, ces engagements. Elisabeth Borne, elle nous expliquait que ça allait être, Bruno Le Maire, que ça allait être sous les 3%, je rappelle, avant la fin du quinquennat Macron, soit en 2027. Donc en fait, ils n'arrivent même pas à faire une présentation de budget l'année prochaine qui soit fiable. Comment croire à leur trajectoire budgétaire jusqu'à 2029? D'autant plus que vous avez certainement vu la situation financière de la France. Les intérêts de la dette, historiquement, étaient plutôt ces années autour de 45-50 milliards. Dès 2025, on va passer à 55 milliards. Et en 2027, ça sera déjà 70 milliards d'intérêts. En 2029, on sera plus proche des 90 milliards d'intérêts. Parce que la France, à l'heure actuelle, le 10 ans français, il est à plus de 3%. On n'est plus du tout sur des taux quasiment nuls, voire négatifs. Donc ça veut dire qu'il va falloir compenser si vous voulez baisser les dépenses publiques, si vous voulez baisser le déficit public français. Et quand on voit qu'ils sont incapables de baisser les dépenses publiques dans l'urgence de cette année, j'ai du mal à croire, si ce n'est d'espérer une croissance qui n'est pas là, parce que même en 2025... Une croissance qu'on annonce à 1,1% pour l'année prochaine. Moi, j'ai entendu des personnes un peu plus sérieuses parler plutôt de la moitié, 0,6 quoi. Mais moi, je pense que ça sera moins, pour la simple bonne raison que si vous matraquez les Français fiscalement,
bien évidemment, vous allez avoir un impact sur à la fois, des fois, il peut y avoir de la fuite de capitaux, en plus d'une baisse mécanique de la consommation, parce que c'est du pouvoir d'achat en moins pour les Français. Donc, évidemment que ça va impacter la croissance, ces décisions budgétaires nocives. Donc, je ne crois pas non plus à ces 1,1, donc c'est-à-dire qu'ils vont augmenter les impôts pour avoir finalement un déficit qui sera bien plus élevé, encore une fois, que celui qu'ils avaient annoncé à la base. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à sortir de cette culture étatiste avec autant d'administrateurs à l'hôpital ou à l'éducation nationale? On voit qu'en Argentine, je ne sais pas ce qu'il faut en penser encore de ce président Javier Milei, mais lui, il a sabré dans les dépenses. Comment on perçoit ça en Argentine, cette politique? C'est compliqué, parce que le risque, en fait, moi je pense qu'il faut baisser les dépenses publiques, et il faut le faire année après année. Le risque, en fait, de baisser d'un seul coup les dépenses publiques, c'est de là aussi casser la croissance et avoir finalement un déficit qui va être quasiment plus important. Donc, dans l'arbitrage, bien évidemment qu'il faut faire des efforts. Moi, je pense que les efforts ne doivent pas être faits sur les taxes et impôts, parce que les Français n'en peuvent déjà plus, doivent être faits sur la baisse des dépenses publiques, et que, effectivement, de toute façon, 57% du PIB, c'est trop. On devrait s'orienter, justement, rapprocher des 48% de recettes, rapprocher les dépenses publiques de ces 48%. Mais vous ne pouvez pas le faire d'un seul coup sur une année, sinon le risque, c'est de tuer la croissance et d'augmenter encore plus le déficit. Mais cela dit, vous tuez la croissance quand vous baissez la dépense publique utile, la dépense publique d'investissement. Moi, je vous ai chiffré beaucoup de dépenses publiques. Quand vous envoyez autant d'aide au développement, je veux dire, ça vous apporte zéro d'un point de vue de la croissance, si ce n'est des retombées éventuelles, si ça fait travailler les entreprises françaises, etc. Mais c'est marginal. Donc, en fait, vous avez des économies à faire sans toucher au portefeuille des Français et sans tuer la dynamique de croissance. C'est justement celle que je proposais. C'est la même chose d'ailleurs pour les fonds perdus qu'on envoie à l'Union européenne. Je veux dire, ça n'influe pas du tout sur la croissance, et c'est des économies qu'on peut faire sans toucher au portefeuille des Français et sans impacter la croissance. Charles-Henri Gallois, de taxer l'épargne des Français pour rétablir les comptes publics, on l'a entendu dans la bouche de plusieurs responsables politiques. Je pense tout de suite à Sandrine Rousseau, qui avait l'air de trouver ça très logique d'en arriver à ce point-là, avec notamment l'assurance vie, des taxes sur l'assurance vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'où le gouvernement peut pousser le curseur dans cette idée-là, puisqu'on sait qu'il y a une directive européenne qui permettrait à l'État de taper directement dans le compte en banque des Français, comme ce qui s'était passé à Chypre il y a des années. Alors cette directive-là, c'est en cas de crise financière, crise bancaire, de défaut, voilà, de défaut d'une banque. Historiquement, ce qui a été fait, c'était le bail-out, c'est-à-dire c'était l'État qui allait au secours des instituts bancaires. Le problème, c'est que l'État n'a plus d'argent, mais dans une situation financière catastrophique. Et donc, l'Union européenne a fait une directive qui s'appelle de bail-in, c'est-à-dire la banque qui se servirait directement sur les dépôts et l'épargne de ses clients. Ça serait pour aller au secours d'une banque, mais pour rétablir les comptes publics, est-ce qu'on y est? Le problème, c'est que d'un point de vue des revenus, de toute façon, on voit bien que les Français ne peuvent pas supporter notre fiscalité. Moi, je continue à dire qu'il faut baisser les dépenses publiques. S'ils ne baissent pas les dépenses publiques, l'autre solution, c'est d'augmenter les recettes. Et où est-ce qu'il reste de l'argent en France? C'est évidemment l'épargne et l'immobilier. Ouais. Donc, non, mais quand on voit les millions que la Française des Jeux engendre, mais je veux dire, c'est pas de la dépense obligatoire pour les Français. Les Français, c'est un plaisir pour eux, mais c'est pas un plaisir du tout obligatoire. Ils peuvent se dire, on va taxer aussi ça. Il y a des pistes là-dessus. On voit taxer aussi les chiens. On va taxer les propriétaires de chiens. J'ai vu ça, alors ce n'est pas en discussion, mais c'est ce qui fait en Allemagne, dans certaines villes, de taxer les chiens, les chats. Non, mais on lance des ballons sondes, quoi. Des ballons d'essai, mais en fait, c'est des trucs complètement délirants. Il faut foutre la paix aux Français, arrêter de les taxer et déjà faire des efforts sur les dépenses publiques avant de demander le moindre effort aux Français. Encore une fois, on peut faire des baisses de dépenses absolument faramineuses, que je l'ai dit, plus de 100 milliards d'euros de dépenses publiques inutiles. Donc c'est vraiment là où il faut axer l'effort, mais malheureusement on voit que ce soit la Macronie ou que ce soit le nouveau Front populaire, ils sont plus dans une course à l'échalote pour essayer d'augmenter les impôts et les taxes, ou des décisions complètement stupides comme celle de Gérald Darmanin qui veut vendre les bijoux de famille. Donc on voit bien en réalité que les conséquences en fait de ce jeu de dupes des élections législatives où la Macronie et le nouveau Front populaire ont volé l'élection aux Français, parce que à aucun moment en fait les Français n'ont voté pour ça, à aucun moment ils ont voté pour des hausses de taxes, à aucun moment ils ont voté pour ça, mais cette alliance complètement contre nature qui allait finalement de Philippe Poutou jusqu'à même Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez,
Ça amène en fait la réalité et la cacophonie complète qu'on voit à l'heure actuelle. En fait, les Français se sont fait voler l'élection par des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'intérêt des Français, mais qui ont fait des alliances uniquement pour sauver leur place. Il faut appeler un chat. Et je pense que les Français s'en rappelleront. Et si jamais il y avait une dissolution en 2025, je pense que les Français s'en rappelleront et que ça ne sera pas la même musique et qu'ils auront beaucoup de mal à jouer encore une fois le fameux sketch du Front républicain qui est finalement le front des copains pour sauver leur place. On sait que l'Union européenne a placé la France sous la procédure de déficit excessif. La France devait présenter un plan de réduction du déficit à Bruxelles. C'était déjà le 20 octobre. En cas de non-respect ou en cas de trajectoire jugée mauvaise par Bruxelles, la France risquerait jusqu'à 2,7 milliards d'euros d'amende. Est-ce que c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, cette amende ? Dans les textes, oui. Maintenant, je pense que Michel Barnier a été placé là pour ça, parce qu'il entretient de très bonnes relations. Il était commissaire européen pendant des années, il connaît très bien Ursula von der Leyen. Et donc, je ne pense pas, parce que en fait, l'Union européenne, si c'était un gouvernement patriote, n'hésiterait pas à dégainer ça, mais l'Union européenne ne veut pas tirer une balle dans le pied de ses amis politiques. Et donc, il y a une dimension politique là-dedans, et l'Union européenne ne va pas mettre une amende à un gouvernement Barnier en sachant que ça peut être... Elle ne va pas griffer la main de celui qui le nourrit, quoi. Exactement, en sachant que ça serait un handicap pour les futures élections pour son camp européiste. Donc je ne pense pas qu'ils le fassent. En revanche, ils vont donner des directives budgétaires très claires. Et il ne faut pas oublier que si le budget, et c'est d'ailleurs pour ça que le RN ne fait pas une censure a priori. Le RN essaye d'influencer le budget pour protéger les Français, parce qu'il faut bien comprendre que si jamais il n'y a pas de budget ou il y a de censure du budget, on finit en décembre avec un budget qui passera comme le budget initial, donc c'est-à-dire celui voulu par l'Union européenne, celui voulu par la Macronie, passera de facto par ordonnance. Donc tous ceux qui nous expliquent que le RN devrait censurer le gouvernement complice de la Macronie, non. Le RN essaye justement de protéger les Français pour essayer, autant que faire se peut, d'éviter toutes les décisions nocives du gouvernement. Après, il est bien évident que si le budget est voté en l'état, il est inacceptable pour le RN et ça se terminerait par une motion de censure. Mais le problème, c'est qu'il y aura quand même le budget. Donc ça sert à rien en fait de faire tomber le gouvernement alors qu'il peut même pas y avoir de dissolution et qu'on ne pourra pas... En fait, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de vote, ce qu'essaye de faire actuellement le RN, sinon on aura le budget initial en fait. Donc les gens qui disent ça, c'est des gens qui veulent juste faire de la communication politique, qui roulent pour leur petite chapelle, mais qui n'ont rien à faire au final. Le budget initial, c'était celui préparé par Michel Barnier, et qui est influencé évidemment par l'Union européenne. Ouais. Et donc en fait, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont rien à faire en fait des Français, qui veulent juste dire moi je suis le plus opposant, je suis l'opposant numéro 1. Mais en réalité, si ça fait comme ça, le budget passera par ordonnance, ça sera le budget du pire pour la France, et ce sont les Français qui vont trinquer. Donc c'est toujours simple d'avoir cette posture-là, quand au final, c'est les Français qui trinquent. Donc je pense qu'il faudra une posture de responsabilité. Évidemment qu'en 2025, quand la dissolution sera possible, il faudra censurer ce gouvernement dont on n'est pas dupe. On sait très bien qu'il ne sera pas une bonne chose pour les Français, mais en attendant, il faut essayer de protéger un maximum les Français. C'est ce que font notamment mes collègues à l'Assemblée nationale et en commission. Quant à la possibilité de la France de s'endetter, on a vu que l'agence de notation Fitch n'a pas dégradé la France, mais qu'elle a placé notre notation sous perspective négative. Alors ça, c'est tout le jargon de ces agences de notation. On attend d'autres notations dans les jours à venir. Est-ce que la signature de la France peut sauter en fait ? Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Fitch, c'est que souvent quand on passe sur perspective négative, c'est avant une dégradation de la note. On passe de stable à négatif, après on dégrade. Ce qui est encore plus intéressant, en fait, c'est la conclusion. Et quand on lit ce rapport de Fitch, qui nous explique qu'il y a une dimension très politique en réalité des agences de notation qui sont de moins en moins prises en compte par les marchés. Pourquoi Fitch, dans son rapport, explique que d'après tous ces modèles, ça aurait dû amener à une dégradation de la note de la France. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensent que la situation est temporaire. La situation n'est pas du tout temporaire, donc on voit que c'est une décision politique de ne pas dégrader. Sauf qu'il y a la réalité des marchés, et la réalité des marchés, c'est quoi ? C'est que les marchés, eux, considèrent déjà la dette française comme de plus en plus risquée. Pourquoi ? Parce que le taux 10 ans de la France, maintenant, rendez-vous compte, est supérieur à celui de la Slovénie, de l'Espagne ou du Portugal.
le taux à 5 ans de la France est supérieur à celui de la Grèce. Donc c'est-à-dire que quand bien même ces pays-là sont moins bien notés par les agences de notation, donc c'est-à-dire que les marchés en fait ne s'intéressent plus finalement aux agences de notation, ils savent qu'il y a une dimension politique, mais le marché, ce qu'on appelle pricer, donc de mettre le prix de la dette française, il est supérieur à celui de la Slovénie, du Portugal. Oui, j'ai vu qu'en juillet dernier, un fonds d'investissement japonais avait vendu pour plusieurs milliards d'euros de dettes françaises. Et après, il va y avoir... Jusqu'au Japon, quoi. Il va y avoir, vous avez raison, alors là, on enregistre, nous sommes le 23 octobre, donc dans 2 jours, je pense que ça sortira, ça aura déjà été publié, il y a Moody's qui va, le 25 octobre, donner là aussi sa version. Donc, de toute façon, c'est très simple. Si ces agences de notation font leur travail et qu'ils étudient la situation macroéconomique de la France et la situation des finances publiques de la France, normalement, et c'est malheureux quand on est patriote et qu'on aime son pays, mais malheureusement, s'ils font leur travail, ça doit amener à une dégradation de la France. On va voir s'ils font une analyse pragmatique et rationnelle ou s'ils font de la politique comme a fait Fitch. On entend ici et là déjà la menace d'un 49.3 pour faire voter le budget pour 2025. On sait que Elisabeth Borne, déjà, quand elle était à Matignon, en avait déjà fait jusqu'à 23. Donc en fait, on retourne dans une ère où on a recours au 49.3. Ceci après la dissolution, j'ai envie de vous dire, mais tout ça pour ça, Emmanuel Macron, vous avez fait tout ça pour qu'on continue à avoir une assemblée qui, entre guillemets, sert à rien, quoi. Là, le problème, encore une fois, c'est que là, le pays, mais c'est le fruit du barrage républicain qui a été un vol des élections, on arrive dans une situation de blocage, il va y avoir un blocage jusqu'à une prochaine dissolution possible. Et si on est démocrate, et de toute façon les Français veulent que le pays soit gouverné, si on est démocrate et qu'on veut que le pays soit gouverné, il faut espérer une dissolution en 2025, de nouvelles élections, et que cette fois-ci, on arrête de voler le choix des Français avec ce prétendu barrage républicain qui est in fine grotesque. D'ailleurs, quand je vois, je pense que les électeurs du Nouveau Front Populaire qui pensaient naïvement, alors qu'ils étaient minoritaires, qu'ils allaient gouverner parce que c'était la force arrivée en tête, voilà, et qui se sont fait avoir derrière par la Macronie. Je ne suis pas sûr typiquement que les électeurs du Nouveau Front Populaire feront la prochaine fois barrage pour voter pour un candidat macroniste, parce qu'on a quand même une situation ubuesque où vous avez eu des électeurs du Nouveau Front Populaire à la demande de ses dirigeants. C'est quand même la 5e fois que le Mélenchon appelle à voter pour des macronistes. Deuxième tour d'élection présidentielle 2017, deuxième tour des législatives 2017, deuxième tour de la présidentielle de 2022, deuxième tour des législatives 2022 et la deuxième tour des législatives 2024. Ils ont quand même fait élire Elisabeth Borne, qui a fait la réforme des retraites, ou Gérald Darmanin. C'est quand même complètement dingue. Et vous avez des macronistes et des LR qui ont fait élire des candidats LFI d'extrême gauche, notamment quelqu'un comme Raphaël Arnaud. Donc c'est dire en fait comme ce prétendu front républicain est absurde. Et je pense que les Français, là, réellement, je ne pense pas qu'ils se laisseront prendre la prochaine fois. Est-ce que cette crise de la dette n'est au final pas une bonne nouvelle? Parce qu'on peut se dire maintenant que les dirigeants de la France n'auront plus la possibilité de s'endetter comme ils l'ont fait depuis 50 ans. Alors, est-ce qu'on est vraiment au pied du mur? Ça, on peut toujours creuser on peut toujours creuser, c'est bien le problème, et on pourrait avoir ce raisonnement si on considérait qu'on avait des bons gestionnaires en face de nous, ce qui n'est visiblement pas le cas, et on voit que leur réponse à l'heure actuelle, ce n'est pas de rationaliser, de baisser les dépenses publiques, c'est d'augmenter encore et toujours les impôts. Et c'est le problème, de toute façon, on a été géré, on a eu quasiment 7 ans de Bruno Le Maire à l'économie, et moi j'ai toujours dit que Bruno Le Maire ne connaissait absolument rien à l'économie, et je pense que ça s'est démontré. Et il est agrégé de lettres, on peut pas être partout. Voilà. Mais il a toujours eu des propos absurdes. Enfin, rappelez-vous quand il expliquait qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Ouais. Moi j'ai toujours dit que pour que ça arrive, il fallait l'envoyer lui-même à Moscou en fait. Là peut-être qu'on aurait eu une chance de mettre l'économie russe à genoux. Le problème c'est que c'est Bruno Le Maire qui a mis l'économie française et les Français à genoux. Et ça c'est un véritable problème. Mais Bruno Le Maire, il faut pas non plus se tromper. Bruno Le Maire obéit et obéissait aussi à Emmanuel Macron. Donc c'est la Macronie dans son ensemble. C'est pas parce que Bruno Le Maire est parti que ça changera quoi que ce soit et que ça ne change quoi que ce soit aux responsabilités. Tous les macronistes sont comptables du bilan économique et financier de Bruno Le Maire. J'entendais pour
enrayer la chute. C'était l'économiste Philippe Murer qui était en interview avec notre confrère de Putsch Média, Nicolas Vidal, et qui lui disait une dévaluation de notre monnaie serait une des meilleures solutions pour réduire notre déficit. C'est possible aujourd'hui de réduire la monnaie ou de dévaluer notre monnaie ? Dans le cadre de l'euro, vous ne pouvez pas. Et ce n'est pas avec un gouvernement Barnier que vous allez avoir une dévaluation de toute façon de la devise. Donc ça n'arrivera pas. Il faut aussi faire de la politique sur des réalités. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Et donc la meilleure solution, c'est la baisse des dépenses publiques. Et la dévaluation, de toute façon, a des vertus, effectivement, qui peuvent permettre de relancer la machine économique. Ce qu'avait fait De Gaulle en 60, je crois. Voilà, donc d'augmenter. Ouais. Mais De Gaulle, faut rappeler, ou De Gaulle, ou même la Suède, parce qu'on prend souvent l'exemple suédois des années 90, certes, il dévalue la monnaie, comme ce qu'a fait De Gaulle, mais derrière, il fait des efforts de baisse des dépenses publiques et des efforts ce qu'avait fait le Premier ministre canadien dans les années 90. Bien sûr, mais c'est des exemples de... Jean Chrétien. Et c'est ce qu'a fait exactement la Suède dans les années 90. Dévaluation de 23% de la couronne suédoise, mais des efforts budgétaires très importants. Le problème, si vous faites une dévaluation mais qu'il n'y a pas d'effort budgétaire derrière, ça n'aura pas un effet. Il y a les deux, il ne faut pas mentir aux Français, que ce soit de toute façon, vu la situation des finances publiques françaises, au-delà de l'euro et de l'Union européenne, au-delà même de ce que nous demande l'Union européenne. Le problème, c'est que l'Union européenne nous dit en fait là où on doit faire des efforts, mais un État souverain devrait faire des efforts, mais il est maître de son destin, il est maître des efforts qu'il doit faire. Et comme je vous l'ai dit, il y a des dépenses publiques complètement inutiles qu'on peut faire. C'est notamment le cas d'ailleurs des contributions à l'Union européenne. J'ai revu ce sondage, c'était une étude qui demandait aux Français s'ils voulaient sortir de l'Union européenne. Je crois que le dernier date de mai 2024. À l'époque, 36% des Français y étaient favorables. Est-ce que vous savez si aujourd'hui il y a un sondage encore plus récent qui nous indiquerait que les Français arrivent à 50% favorablement à une sortie de l'Union européenne de la France? Non, et malheureusement, c'est un sondage Odoxa. C'est la réalité. Traditionnellement, quand vous prenez tous les sondages, au maximum, ça allait jusqu'à 40%, donc vous êtes entre 30 et 40%. Donc il n'y a pas de majorité de Français à l'heure actuelle qui veulent sortir de l'Union européenne. Et on fait aussi de la politique avec des réalités, ce que veulent les Français. En revanche, on voit que, nous on avait fait un sondage à l'époque, avant la présidentielle de 2022, qu'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, là vous avez 63% des Français qui sont favorables. Donc c'est quelque chose qui peut être typiquement exploré. Et je pense à cet égard qu'il n'y a rien de mieux pour gagner un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne que d'être au pouvoir et d'avoir un clash avec l'Union européenne sur des sujets très concrets, que ce soit l'immigration, l'énergie, même les finances publiques. Parce que, en fait, quand vous regardez pourquoi il y a aussi peu de Français qui sont favorables à cette Union européenne, c'est que c'est un sujet, et quand on fait une campagne de terrain, ce qui était mon cas, moi, il n'y a absolument personne qui m'a parlé de l'Union européenne sur le terrain, en fait. C'est un sujet qui n'intéresse pas les gens, qui paraît très abstrait, même la souveraineté, en fait, c'est très abstrait. Comment on amène les gens à la souveraineté et quelque part aux problématiques et à l'obstacle que représente l'Union européenne, c'est en allant sur des sujets très concrets de type immigration, de type pouvoir d'achat, de type énergie, où on y va, on a des propositions qui sont très concrètes, auxquelles les Français adhèrent, et après vous avez ce bras de fer avec l'Union européenne, et je pense que c'est l'option la plus plausible à l'heure actuelle pour se débarrasser de tous les éléments nocifs de l'Union européenne que l'on connaît, parce que bien sûr, là-dessus, mes convictions n'ont pas changé. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 7 ans. Il est évidemment pour bonne partie responsable de la situation dans laquelle les Français se trouvent. On l'a dit, rien que sous ses 7 ans de pouvoir, on est à 950 000 milliards d'euros de dette. Dans quelle situation se trouve-t-il ? Emmanuel Macron, on a vraiment l'impression d'un cheval en bout de course qui a manqué une haie. Là, il est. On l'abattrait sur un champ de course, dirait l'autre. C'est une citation. Je n'ai rien dit de mon côté, mais c'est sûr qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a plus du tout la main. Enfin, on le voit même d'un point de vue de son propre parti, en fait, où c'est. Les gens ne le savent pas, mais il y a une espèce de guéguerre entre Macron et Attal. Et finalement, c'est Attal qui est en train de mettre la main sur le parti parce qu'il est plus populaire maintenant qu'Emmanuel Macron, qui est rejeté. Il y a un sondage, 78% des Français ont une mauvaise opinion de lui. C'est un record. Mais 33 encore favorable. C'est un record historique. Il y a quand même une vase. Hein. C'est un record historique. Ouais. Et en fait, ils ne tiennent même plus leurs troupes. C'est-à-dire que c'était flagrant, notamment en commission des finances. J'ai vu ça, et Jean-Philippe Tanguy l'a exposé. En commission des finances, vous aviez
Vous savez que l'alliance macroniste, c'est pas uniquement Renaissance, le parti que va peut-être diriger Gabriel Attal, qui est le parti macroniste d'origine avant République En Marche. C'est une alliance aussi avec le MoDem et avec Horizon. Et en fait, vous voyez en commission des finances des amendements, notamment du nouveau Front populaire, qui ont pu passer avec l'aide du MoDem. Donc c'est-à-dire que même le MoDem ou Horizon ont pu aller contre le projet de loi de leur gouvernement sur des amendements. Donc on voit bien qu'il n'y a même plus de solidarité en fait entre ces différentes composantes de la Macronie. Et on voit bien que ce soit Emmanuel Macron, même Gabriel Attal, en fait, ils n'ont plus du tout la main sur leurs troupes. On a vraiment l'impression d'une armée en déroute, en débandade, qui serait en train justement de quitter le champ de bataille. C'est un peu l'impression que ça donne. Ils quittent le champ de bataille de manière désordonnée. Donc là, c'est un petit peu sauf qui peut. Donc ils vont voter des amendements en se disant là-dessus, quand même, ça va être très impopulaire. Donc il faut que j'essaye quand même de sauver ma place s'il y a une dissolution en 2025. Sauf que, faut pas qu'ils se trompent. Les gens n'en auront absolument rien à faire. Tous les macronistes seront comptables et solidaires du bilan de la Macronie, qu'ils fassent de l'esbrouf en votant tel ou tel amendement. Ils sont responsables en fait de tout ce qui s'est passé depuis 7 ans et tout ce qui va se passer encore dans les mois à venir. C'est la fin de cet entretien et de cette émission avec vous, Charles-Henri Gallois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, vous pouvez découvrir la chronique économique et financière de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre des affranchis. C'est tout de suite après cet entretien. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Et je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Taxflation, le FMI nous met la pression. Oui, la France avertie par le FMI pour ses déficits excessifs. Heureusement, le FMI est sympathique et ne pose pas de questions gênantes sur le pourquoi du comment. On est passé d'un budget prétendument à 3% de déficit à un budget qui fait ressortir 100 milliards de dettes supplémentaires et un trou de 6,5% dans les finances. Non, ce que veut le FMI, c'est que la France rassure encore et toujours ses créanciers en démontrant qu'elle a les moyens de payer. Alors, comment s'étonner dans ces conditions de la tentation de la taxflation de nos députés ? Véritablement, le fait de ne pas avoir eu voix au chapitre depuis près de 2 ans, où tous les projets de loi de finances se passent à coup de 49.3, on voit qu'ils en avaient sous la pédale, qu'ils ont une revanche à prendre, et donc c'est un véritable déferlement d'amendements visant à surtaxer les Français, et notamment les riches. Oui. Continuons de punir ceux qui réussissent. C'est une insulte pour ceux qui vivent effectivement de la générosité de l'État, c'est-à-dire en fait les contribuables qui se payent eux-mêmes. Mais bien entendu, ceux qui ont un peu plus payent pour ceux qui, soi-disant, n'ont rien. Et nous revoici confrontés à ce mot d'ordre du World Economic Forum. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Eh bien, oui, effectivement, quand on possède aujourd'hui, on est de plus en plus malheureux, puisque les projets de surtaxation, alors attention, ils ne sont pas encore adoptés naturellement, ils sont simplement couchés sur le papier dans le projet de loi de finances. Donc, si vous possédez, vous serez donc surtaxé, notamment au niveau de l'immobilier. Ou par exemple, l'exonération des taxes sur la plus-value pourrait être supprimée pour la résidence
principal. En ce qui concerne la résidence secondaire ou les biens mis en location, la fiscalité pourrait être alourdie, la fiscalité sur les plus-values, avec par exemple la suppression des frais d'amortissement d'un logement rénové pour être mis en location. Alors là, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse. Si on supprime l'exonération d'impôt sur les plus-values, il faudra à ce moment-là qu'on réintègre à la fois l'inflation, mais aussi tous les impôts locaux, les taxes foncières payées par les propriétaires, puis éventuellement les frais de syndic. En fait, quand vous faites le cumul de tout ce que paye déjà un propriétaire, si vous regardez l'inflation, par exemple, depuis 2005, eh bien, sur 20 ans, je peux vous le dire, un propriétaire n'a quasiment pas gagné d'argent. En tout cas, en province, il en a même perdu en incluant les taxes foncières. Et puis alors donc, dans le délire de surfiscalisation, on a également la proposition de rétablir la taxe d'habitation. Ça, c'est le maire de Meaux, Jean-François Copé, qui le suggère. Il y a bien sûr l'alourdissement de la taxe sur les plus-values de valeur mobilière, donc la fameuse flat tax qui saute pour être portée à 33% pour le commun des mortels et plus de 37,2% pour les plus riches, ceux qui gagnent 250 000 € par an. Alors certes, ça fait une somme, mais c'est à peu près 2 fois le salaire médian aujourd'hui en Suisse ou aux États-Unis. Et puis, il y a d'autres projets de surtaxation qui vont toucher à peu près tous les domaines. L'énergie, là, ça va être de plus en plus difficile de se chauffer ou de recharger son véhicule électrique. On a poussé tout le monde à acheter de l'électrique pour ensuite doubler le coût du kilowatt. Bien joué. Et vous avez au gouvernement des gens qui veulent porter la taxation sur le kilowatt à 44 € contre 32 actuellement, ce qui déjà n'a aucun sens puisqu'on devrait avoir l'électricité la moins chère d'Europe et qu'on se retrouve finalement avec celle qui coûte le plus cher. Et puis bien sûr, il y a d'autres suggestions comme par exemple augmenter les frais de carte grise, plus la voiture a 2 chevaux, plus la taxe par cheval vient s'accroître. Autrement dit, pour un véhicule de 10 chevaux, vous allez vous retrouver avec une carte grise à plus de 1 500 €. J'en passe et des meilleurs. Quant aux économies, eh bien là, on attend toujours des propositions des députés. Mais bon, il faut dire que les économies, ça ne doit pas beaucoup les inspirer puisque eux, ils viennent justement de s'augmenter. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.